c'est ce qui nous apaise. Sinon, on continue de brûler. Et si ce feu continue de brûler, nous brûle nous-mêmes, il n'est pas fertile. Et il faut trouver une manière pas de l'éteindre, mais au moins de le canaliser. Moi, j'ai trouvé ma façon de le canaliser. C'est à la fois, ça passe par la littérature et ça passe par le fait d'être mère aussi. C'est un endroit qui m'apporte énormément de joie, de bonheur et d'apaisement. Et je souhaite à toute personne de vraiment trouver son endroit aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un pavé dans la mare. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rim Battal. Elle est poétesse et romancière. Bonjour Rim. Bonjour Jamel. Et bienvenue dans Merci. Un pavé dans la mare. C'est un réel plaisir de t'avoir ici et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie. Rim, on va apprendre à te connaître, notamment à travers ton art. Et ton roman « Je me regarderai dans les yeux » pour mieux apprécier, pour mieux connaître tes origines, ton identité, ton style d'écriture, ce qui t'anime. Donc toi, tu es né à Casablanca, tu as grandi et tu as étudié au Maroc avant d'arriver en France en 2013. Tout à fait. Et tu partages ta vie entre le Maroc et la France, plus précisément entre Marrakech et Paris. Comment tu vis cet équilibre entre ces deux mondes où il y a deux cultures différentes et deux modes de vie différents? Alors, je pense qu'à la base, dans ma personnalité même, il a toujours existé cette dualité entre plein de choses qui, en apparence, peuvent sembler antagonistes, mais qui ne le sont pas forcément. Donc le fait d'avoir un pied à Marrakech, un pied à Paris, me fait énormément de bien en fait. Parce que j'arrive ici à rencontrer certaines et satisfaire certaines parts de ma personnalité et d'autres à Marrakech. Ici, je dirais, c'est l'intellect et le pragmatisme froid, le politique, le théorique, le conceptuel. Et au Maroc, c'est vraiment le charnel, le sensuel, le sensible. Ça peut sembler un peu cliché comme ça de dire que c'est vraiment dans nos pays d'origine que c'est que le corps en fait. Alors que, au contraire, en fait, aujourd'hui, je pense que ici, en fait, en Europe et de manière générale et à Paris, en Occident, on manque de corps. D'accord. De contact, quand tu parles de corps, c'est plutôt de contact? Non, pas forcément de contact. Justement, en fait, je vais développer un tout petit peu pour vous préciser, parce qu'en fait, je pense qu'il existe une intelligence du corps qui nous permet de connaître le monde, de comprendre notre environnement d'une autre manière que de celle de l'intellect pur et de l'abstraction. Et pour moi, ces deux formes d'intelligence, il n'y a pas de hiérarchie entre ces deux formes d'intelligence. Et donc, c'est pour ça que vraiment, ça me fait du bien de me retrouver au Maroc, parce que je retrouve cette intelligence-là, cette manière aussi de sociabiliser, de comprendre le monde et tout. Et puis, je reviens ici en France où on met en place des projets, on avance, on a des outils. Exactement, il y a un cadre. Bon, après, j'ai découvert que dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, en Suisse, etc., c'est encore plus cadré, encore plus... et la France est considérée comme un bordel pas possible. Et du coup, là, avec de la distance, je vois le Maroc et Marrakech comme une sorte de pays de l'anarchie, mais de l'anarchie pas dans le sens si bas, mais plutôt dans le sens de quelque chose de dynamique et de vivant qui arrive à trouver un ordre et un équilibre dans une sorte de numéro d'équilibriste de tous les jours de la part de chaque personne. Tout le monde dose en permanence. C'est quand même deux styles différents, deux modes de vie différents. Est-ce qu'il y a une rime marocaine, une rime française, et tu arrives à jongler entre les deux d'une manière très, très facile? Ah oui, de manière vraiment très fluide. Et même le fait de venir ici m'a permis d'avoir plus d'indulgence aussi envers des choses qui m'agaçaient à la base chez moi au Maroc. Par exemple, justement, ce côté un peu arbitraire,
peu organisé ou moins organisé qu'on ne le penserait, moi, ça m'a appris au final une certaine souplesse, parce que ça demande vraiment beaucoup de souplesse pour pouvoir négocier avec le réel, qui est fait de désordre et d'entropie au final. C'est ça la réalité de la vie. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est avec cette intelligence du corps qu'on a compris à s'insérer là-dedans en sachant comment tout ajuster en permanence en fonction de qui on rencontre, le contexte, l'environnement, etc. Alors qu'ici, parfois, c'est très reposant quand tout concorde, quand on nous donne un rendez-vous que la personne arrive à l'heure. Désolée, je suis arrivée en retard. Ce qui n'est pas le cas au Maroc. Exactement. Et donc, on arrive à l'heure et donc on arrive à faire avancer des choses, etc. Mais parfois, ça revient quand même à vouloir faire rentrer des carrés dans des cercles et ça peut produire aussi des situations de tension qui sont contre-intuitives. Mais ça a quand même un charme. Le fait que personne arrive en retard, on s'habitue et on fait avec. Exactement, parce que du coup, ça aussi, ça permet le temps de l'ennui, qui est le temps de la réflexion et de la créativité, et du recul et de la flânerie, c'est important aussi. Alors, depuis 2013, tu t'es installé en France progressivement et tu as obtenu la nationalité française en 2022. Il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est pour toi une reconnaissance de ton parcours d'intégration, mais c'est surtout aussi une reconnaissance de ton apport culturel à la France. Alors, pas du tout. Non. Mais parce que je l'ai eu par regroupement familial, ce qui a énormément traîné par rapport à ce que c'est censé être sur le papier. Normalement, c'est au bout de 5 ans de mariage, au bout de 3 ans d'installation. C'est pas du tout lié à ta reconnaissance. Non, malheureusement. D'ailleurs, moi j'ai des amis qui sont engagés dans ce parcours-là, et c'est un parcours du combattant, c'est un enfer. Et c'est plein d'astérisques. Et tu aurais préféré plutôt une reconnaissance culturelle, de ton apport culturel, ou plutôt justement, comme tu viens de l'indiquer, le regroupement familial? Non, alors évidemment, pour moi, pour mon ego, pour mon travail, j'aurais préféré que ça se passe dans le sens de la reconnaissance de ma contribution au rayonnement culturel de la France. Mais malheureusement, c'est toujours pas le cas. Pour moi, la forme qu'a pris cette reconnaissance-là, c'est quand j'ai été invitée au ministère de la Culture en tant que poétesse pour le premier Poetry Club de l'ancienne ministre Rima Abdul-Malak. Pour moi, ça, c'était une forme de reconnaissance. Mais voilà, pour l'instant, j'attends. D'accord. Tu es française? Oui, je suis française depuis donc tu es à la fois française et marocaine. Tu navigues entre Marrakech et Paris. Comment tu vis cette double appartenance? Alors déjà, je vais préciser, je suis pas française, je suis française de papier. Mais je suis marocaine. Ouais. Je suis marocaine d'abord. Je suis française de papier et je suis aussi parisienne. Parisienne avant tout, avant d'être française. Ah bah complètement. D'accord. Parce que Paris, c'est vraiment une ville dans laquelle j'ai passé... En fait, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps. Au Maroc, j'ai vécu dans plusieurs villes. Je suis née à Casablanca, j'ai vécu à Marrakech, à Tantan, à Ben Slimane, à Mohammedia, à Rabat, etc. avant de venir à Paris. Mais à Paris, c'est vraiment la ville où j'ai passé le plus de temps d'affilée et où je me suis construite en tant qu'adulte. Je suis arrivée à l'âge de 25 ans, un peu plus jeune peut-être, en France, à Paris même, et j'ai contribué à la scène culturelle de cette ville parce que j'ai construit des initiatives, j'ai organisé des événements, j'ai fait partie de collectifs, et inversement, Paris m'a aussi énormément apporté parce que ça m'a énormément appris sur la littérature. J'ai rencontré des personnes qui vont être importantes dans mon parcours littéraire en tant que autrice et poétesse. Potrice. En tant que poétesse et autrice. Et donc qui me constitue aujourd'hui même en tant que personne. Donc vraiment, et puis aussi 10 ans à voir de l'haussmannien, à circuler dans les rues, à les connaître finalement presque par cœur en fait, à circuler entre la rive gauche, la rive droite, à connaître les codes de chaque quartier, parce que Paris c'est finalement un ensemble de petits villages, et de naviguer d'un mini-village à l'autre, c'est vraiment, ça permet de connaître la ville, que j'ai sillonnée en métro, en bus, à pied, à vélo, etc. Donc
donc aujourd'hui, vraiment, je me sens parisienne profondément et je suis très heureuse d'être de cette ville. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que ton identité est marquée par une double culture, marocaine et française? Complètement, D'accord. évidemment. C'est dans mon... En fait, je pense aujourd'hui, je suis à un point où on ne peut même plus les dissocier. On ne peut plus faire vraiment exactement la part des choses, de qu'est-ce qui vient de quoi. Déjà, sur le plan de la langue, quand je parle, parfois, même quand je retourne au Maroc, quand je suis avec ma famille, parfois je réfléchis en marocain, je leur parle en français. Parfois, ça m'arrive de plus en plus souvent ici de me parler en darija à des personnes et puis je me rends compte qu'elles sont uniquement francophones. Je dis, les personnes me disent pardon, je n'ai pas compris. Et là, je réalise que j'ai parlé darija. Et vraiment, les deux sont vraiment très, très liés. Déjà, parce qu'à la base, j'ai presque parlé les deux en même temps. C'est le darija qui est ma langue natale, mais j'ai appris des mots de français. Je l'entendais, vous devez connaître, j'imagine. On est familier avec le français très tôt. Oui. On est familiarisé avec le français. Et puis, son apprentissage vient peut-être un peu plus tard avec l'école, avec les études. Et soit on l'adopte et on continue en lisant, en se documentant, en faisant de la recherche en français, soit on s'arrête et on passe à autre chose. Les générations qui arrivent là passent de plus en plus à l'anglais, j'ai l'impression. Mais nous, on a quand même grandi avec le français un peu rejeté dans les pays d'Afrique en ce moment. Donc, c'est pour ça que l'anglais remplace progressivement le français. Tout à fait. Donc, mais nous, on est de la génération francophone. Tout à fait. Et puis, au-delà de la langue, il y a aussi des petites choses qui viennent de la culture, notamment dans la façon de s'habiller, d'aborder l'intime et l'extime, le personnel, ce qui est l'altérité, etc. Et moi, je le vois, par exemple, vraiment, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça vaut le coup d'être cité. Au Maroc, il y a très peu la frontière entre la maison, l'intérieur et la rue est assez poreuse. On voit beaucoup de personnes sortir faire leurs courses en pyjama, par exemple, en traînant claquettes dans la rue. Et là, je le vois aussi parfois chez des populations maghrébines ou d'origine maghrébine, ici en France, qui sortent en claquettes un peu trop petites parfois. Ou en accompagnant les enfants à l'école. Exactement. et donc, moi, vraiment, ça choque parfois des amis, mais ça m'arrive d'aller déposer mes enfants en pyjama à l'école. Je mets mon manteau par-dessus, mais je suis en pyjama, je mets des baskets et j'y vais. et ça paraît vraiment proprement hallucinant aux personnes qui m'entourent. Mais moi, c'est normal. C'est mon pyjama, je me suis levée, j'ai fait le petit déjeuner et puis je sors juste déposer mes enfants à l'école. C'est pas une vraie mission. Je m'habille quand je vais travailler, je m'habille quand je vais à un rendez-vous, etc. Mais le rapport aux enfants qui font partie du domestique, etc., d'emmener à l'école, pour moi, c'est juste une sorte d'extension de la maison. Donc, il y a tout ça qui est encore présent, en fait. Après, oui, dans ma vie de tous les jours, par exemple, il y a quelques pratiques qui sont malheureusement passées à la trappe, comme l'heure du goûter au Maroc, c'est on boit le thé, et c'est important, et c'est un temps de pause qui est vraiment précieux, qui permet de couper entre, ici en France ce serait l'apéro, mais au Maroc c'est vraiment le moment du thé qui permet de sortir de la plage horaire du travail, du professionnel, et d'entrer dans le temps du repos, le soir, le familial, exactement, où on se relie aux autres, on partage ce moment ensemble avant de commencer à préparer les repas, etc. Ça, malheureusement, ça s'est perdu parce que ça demande de faire communauté autour. Je ne me vois pas boire mon petit thé toute seule. Oui, je suis avec le père de mes enfants, etc., mais il n'a pas cette habitude. Et voilà. Et ça, ce sont des choses qui me manquent et que je retrouve avec grand plaisir quand je vais au Maroc. D'accord. Donc, on voit comment... ton identité est marquée par cette double culture, et tu arrives très bien à jongler entre les deux, mais à cette identité s'ajoute ton expression artistique, notamment à travers la poésie. Oui. Et tu as, notamment dans ton premier recueil, 20 poèmes et des poussières, paru en 2015, dans lequel tu parles un petit peu de la place de la femme dans la société. Qu'est-ce qui t'a amené à t'exprimer sur la place de la femme, justement, à travers la poésie? Alors, c'est venu tout naturellement. Je pense que
on part toujours de soi, on part toujours de son... comment dire, de son propre angle, en fait, de voir le monde, parce qu'on a que 5 sens, on n'a que sa culture, son background personnel, etc. Et il se trouve que moi, j'ai un corps de femme que j'ai longtemps questionné, et c'est à travers ce corps de femme que je traverse la vie. Et c'est comme ça que je suis perçue aussi, et du coup je subis les conséquences de cette perception-là, c'est-à-dire que on va m'analyser sous un certain prisme, on va me classer ou on va s'attendre à ce que je me comporte d'une certaine manière, à ce que je parle d'une certaine manière, etc. Et puis j'ai réalisé que je ne répondais pas forcément toujours aux attentes de cette perception-là. Je provoquais toujours un petit peu l'étonnement, et j'ai compris beaucoup plus tard parce que je ne respectais pas forcément le cahier des charges en tant que femme. Et c'est ça qui est aussi considéré comme de la transgression. Moi, je ne considère pas que je transgresse, mais c'est comme ça que c'est vu. Les autres, ouais. Exactement. Donc, c'est toute cette position à la fois un peu inconfortable, mais l'inconfort, finalement, génère de la réflexion. Qui a fait que ça s'est traduit dans mon travail finalement. Ça s'est naturellement, je suis allée vers ces thématiques-là. J'ai eu envie d'explorer, parce que quand on écrit, on poursuit la réflexion, ça permet de faire aboutir des pensées. Et comme j'avais encore des pensées qui étaient en suspens, des questions qui étaient irrésolues, j'ai poursuivi voilà, c'est réfléchir en écrivant. Grâce à la poésie. Donc, la poésie, elle te permet d'aller à l'essentiel et de travailler la musicalité des mots. Oui. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans cet art ? Est-ce que c'est vraiment la musicalité des mots ou est-ce que c'est plutôt faire passer un message ? C'est la musicalité des mots, c'est la polysémie aussi, c'est les 1000 sens qui peuvent se dégager de chaque vers si on prend le temps de le lire. C'est le fait qu'un même poème, on peut le lire aujourd'hui en étant en colère et on va ressentir et comprendre quelque chose. Et puis 6 mois plus tard, on va être joyeux et on va le relire et ça va peut-être nous apporter de l'apaisement. Et à un autre moment, peut-être qu'on va traverser un deuil et on relit le même texte et on va voir d'autres facettes de ce même texte. C'est ça qui me plaît. C'est un peu un poème, pour moi, c'est un peu une sorte de boule à facettes. Pour un même poème, on a plusieurs sentiments selon Exactement. Et même plusieurs sens. Pas uniquement des sentiments, des sensations, mais vraiment plein de sens peuvent se déployer. C'est plein de petits fils qui dépassent qu'on peut tirer en fonction de ce qu'on a envie de voir aussi. De qu'est-ce que ça fait vibrer comme corde chez nous à un instant T. C'est ça qui me plaît dans la poésie. Alors que le roman, c'est voilà, il y a une histoire. On va y arriver. On la suit, oui. Alors, dans la poésie, j'ai lu quelque part que tu dis la poésie est une arme. Oui. Et contre quoi exactement ? Contre... La poésie est une arme dans le sens où... c'est une arme. C'est drôle parce qu'en fait, à la fois, ça me fait... je trouve ça fort comme à dire que la poésie est une arme, etc. Mais en même temps, je suis profondément pacifiste dans l'absolu. Et je parlerai plutôt d'outils aujourd'hui. Et puis peut-être que dans 6 mois, voilà, je repasse à une arme et voilà, de combat... parce que c'est aussi quelque chose que je n'ai pas résolu, la question de la violence en fait. Est-ce que quand on est victime, on peut avoir le luxe d'être pacifiste et continuer à se faire taper dessus tout en disant mais non à la violence, écoutez-moi, écoutez ma poésie. Je pense qu'à un moment, il faut un peu rendre les coups pour se faire entendre. Est-ce que ce n'est pas une arme contre ce que tu dénonces aussi, la misogynie, le patriarcat, l'oppression sociale et politique ? C'est une grande question. Parce que si c'est une arme, elle n'est pas très efficace dans l'immédiat, malheureusement. C'est une des questions que j'allais te poser, justement. Ouais, c'est une arme sur le temps long. Oui.
parce que c'est une arme, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est plus une sorte d'outil pour construire des ponts, pour travailler, maintenir, cultiver l'empathie, pour permettre à des personnes, par exemple, pour dire ça rapidement, à des hommes hétéros, de pouvoir entrer dans la chair d'une femme en lisant des textes et ressentir ce qu'une femme pourrait ressentir dans la rue, pourrait ressentir en amour, pourrait ressentir dans un monde patriarcal. C'est dans ce sens-là où ça permet de prendre conscience quand même. Exactement. Et prendre conscience, pas seulement avec de la théorie, mais vraiment avec du sensible. C'est là où c'est important comme arme. Mais vraiment, c'est une arme qui... Oui, sur le temps long. Exactement, sur le temps long et souterrain. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur à défendre ? Est-ce que c'est la condition de la femme ? Est-ce que c'est dénoncer le patriarcat ? Je pense très sincèrement que c'est tout ça en même temps. C'est la condition des femmes, c'est la condition des personnes queer, c'est la condition des personnes colonisées, c'est la condition des personnes qui subissent toute forme d'oppression, c'est la condition des personnes qui sont contraintes à quitter leur terre pour des raisons climatiques. Parce que je pense que tout ça découle exactement du même système patriarcal et capitaliste. Au final, ce sont des choses qui se croisent et qui produisent des effets différents sur des populations différentes. Et je pense qu'on peut, au lieu de hiérarchiser les luttes, à un moment les conjuguer et s'entraider et vraiment prendre conscience que si on s'appauvrit aujourd'hui, c'est pas à cause des immigrés qui volent notre travail, en fait, c'est parce que il y a des plateformes, des usines qui délocalisent dans d'autres pays, et donc des usines qui ferment, donc moins de travail ici, que moi, quand je vais acheter mon produit moins cher sur des plateformes Shein ou de fast fashion, eh bien, j'appauvris la couturière de mon quartier, parce que je ne vais plus réparer mes habits, je ne vais plus réparer mes chaussures pour les porter plus longtemps. Donc c'est aussi à la fois nos comportements individuels, c'est aussi une oppression qui vient de manière verticale, en fait. C'est pas entre nous qu'on va s'accuser mutuellement éternellement. C'est à un moment, il faut lever la tête et essayer de comprendre d'où viennent toutes ces oppressions qui prennent des formes multiples. Ça apparaît dans ta manière d'écrire, assez frontale, crue, sans détour. J'ai pas le time, moi. Est-ce que c'est un choix esthétique ou est-ce que c'est une nécessité ? C'est les deux. Alors c'est une nécessité, mais c'est aussi parce que j'adore le côté uppercut aussi de la poésie. C'est vraiment droit au but, on est direct, on arrête. Parce qu'en fait, je viens aussi d'une culture du secret, du non-dit, il faut toujours négocier avec le réel, mentir, paraphraser, etc. Au bout d'un moment, quand on se débat avec tout ça, eh bien, on a envie que les choses soient dites de manière claire et directe et concise, et voilà. Alors justement, est-ce que ça te conduit pas parfois, parce que tu abordes des sujets un peu tabous aussi, est-ce que ça te met pas devant la critique et aussi parfois la censure ? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment vécu de situation de censure. Notamment au Maroc. Après, les cas de censure dont j'ai entendu parler récemment, c'était surtout en France. Le livre, par exemple, de... oh là là, j'ai pas son nom. Pauline... J'ai oublié, qui a publié un livre qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste ». Il y a eu une tentative de censure en France, en fait. Je parlais plutôt de tes œuvres. Oui, je veux dire. Oui, mais je parlais de manière générale, mais de manière plus spécifique, plus précise. Mais livres, pour l'instant, on peut les trouver au Maroc. C'est pas énorme parce qu'il n'y a pas un grand lectorat de poésie et encore moins lectorat francophone de poésie.
Donc, on les trouve dans quelques librairies, mais ça s'arrête là. J'ai fait des lectures aussi de mes œuvres. J'ai été invitée au Salon du Livre, à des rencontres littéraires au Maroc. Et là, je vais au Salon du Livre de Rabat. Okay. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Je croise les doigts. Je croise les doigts aussi, parce qu'il faut absolument parler de ces choses-là, tu vois, Hiver. Bien sûr, évidemment. Et puis, j'ai aussi des libraires, etc., qui me soutiennent et qui diffusent et défendent mes livres là-bas. Et j'ai aussi publié un livre qui s'appelle Pomme Girl et qui parle de désir du point de vue féminin. En 2 langues. En fait, je l'ai écrit en français, il a été traduit en arabe et publié aux éditions Culte, qui est une maison d'édition marocaine. D'accord. Et donc qui parle de désir féminin et d'une rencontre amoureuse qui finit pas très bien, mais qui parle vraiment de manière très très claire et très sans détour justement de désir et de sexualité féminine. Et ce livre, il fait sa vie au Maroc. J'ai fait une tournée où j'ai lu ce texte dans plusieurs villes au Maroc. Et voilà. Après, oui, forcément, je pense que c'est surtout un public d'initiés, de personnes qui s'y connaissent un peu en littérature qui vient et qui ont envie d'entendre ce genre de voix aussi et qui applaudissent et font des standing ovations à la fin. Mais je ne sais pas si ça sort de ces milieux-là, ce que ça pourrait produire. Pour l'instant, je crois justement dans le temps long de la poésie et dans sa façon d'infuser comme un petit sachet de thé et de disséminer des idées et des esthétiques sur le temps long. Et je croise les doigts et j'espère que ça va fonctionner. Alors peut-être qu'avec un nouveau style, le roman, notamment ton roman « Je me regarderai dans les yeux », donc après plusieurs recueils de poésie, tu te lances désormais dans le roman. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce nouveau format ? Eh bien, une des raisons, c'est que je me suis rendu compte qu'avec la poésie, je ne parlais pas à mes semblables. En faisant des rencontres, etc., des festivals, des performances ici en France, en Suisse, au Maroc même, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même des populations soit occidentales, soit plutôt intellectuelles, et soit de classe supérieure. Or, moi, je viens de la classe moyenne, famille instruite, mais qui n'a pas cette culture du spectacle, je sais pas comment dire ça, parce qu'en fait, oui, dans ma famille, on a une culture. On écoute de la musique, on regarde des films avec un œil avisé, etc. Mais voilà, on va pas voir des expos, on va pas voir des conférences sur la lecture et l'écriture, etc. Voilà, on lit, mais on va pas chercher à analyser, à comprendre la démarche de l'auteur. Voilà, aller plus loin, en profondeur. C'est ça. Donc, je me suis dit, voilà, à un moment, j'ai envie de parler à une certaine catégorie aussi. Et comment je fais ? Eh bien, là, c'est en passant par la narration et en passant par le roman. Le roman commence par un examen gynécologique pour obtenir un certificat de virginité. Et ce roman est écrit à la première personne du singulier. Et le personnage principal porte ton nom. Oui. À quel point cette histoire peut être la tienne ? Eh bien, à quel point Point mort. Alors, en fait, cette histoire est la mienne dans le sens où c'est notre histoire à nous toutes, en fait. Parce que chaque femme, aujourd'hui, peut faire face à des violences patriarcales qui sont tout aussi intenses, qui sont tout aussi intrusives, qui sont tout aussi insidieuses. Après, évidemment, il y a un point de départ qui s'inspire d'un fait qui m'est arrivé, qui est justement cette demande de certificat de virginité. Mais j'avais envie d'aller au-delà de ce côté autofiction, autobiographique, parce que ce n'est pas mon autobiographie à proprement parler. Ça reste une fiction, c'est un roman. Mais j'ai voulu aussi analyser tout un système qui fait que des jeunes femmes, même combatives,
accepte à faire ce genre de se soumettre à ce genre d'injonction, que des femmes qui s'affirment, qui ont des fortes personnalités, etc., et qui sont plutôt modernes, continuent de reproduire et d'utiliser des outils du patriarcat pour soumettre leurs filles, leurs nièces, leurs voisines, etc., et pour quelles raisons elles le font. Et j'avais envie d'essayer de comprendre tout cela et de transmettre cette compréhension à la fois à des jeunes filles pour qu'elles arrivent à se sentir moins seules, pour créer un précédent, pour qu'elles arrivent à se dire « Ok, c'est déjà arrivé à quelqu'un, peut-être que moi je vais avoir les moyens de négocier mon sursis », pour que des mères aussi puissent se mettre à la place de leurs filles, de leurs tantes, de leurs nièces. Pour se mettre à la place de leurs filles, excuse-moi, je t'interromps, mais parce qu'en fait, elles ont aussi vécu la même chose. Exactement, mais en fait, c'est le fait de passer par le regard de la fille, par le corps de la fille qui a vécu cette violence en tant que violence, parce que la mère, quand elle exerce cette violence sur son enfant, elle ne la considère pas comme une violence. C'est une façon de protéger, c'est une façon de remettre sur le droit chemin pour éviter à son enfant la délinquance, pour éviter à son enfant la déchéance, pour éviter à son enfant d'entacher sa réputation de manière durable. Donc, c'est plutôt la mère essaye de protéger, d'encadrer, de mener à bien l'éducation de sa progéniture, mais de prendre conscience que c'est une violence. Eh bien, il faut justement pouvoir externaliser son regard en passant par justement par l'incarnation de ce personnage-là. Donc, d'où la nécessité d'un récit au jeu, parce que quand on lit un récit au jeu, le jeu c'est nous, en fait, c'est moi la lectrice, c'est plus la personne qui l'a écrit, je m'en fiche de la personne qui l'a écrit. L'événement du certificat de virginité. L'événement, ça c'est un livre d'Annie Ernaux, pardon. Désolée, je faisais juste une plaisanterie. Qu'est-ce qu'il y a livre l'événement ? Oui. D'accord, alors on va dire cette injonction d'obtenir le certificat de virginité est un point de départ, mais c'est aussi le point de départ du cheminement à l'émancipation de la femme. Oui. En fait, tu es partie de ton expérience personnelle. Et comment tu as transformé cette expérience personnelle en roman de fiction, et comment, alors est-ce que tu peux nous expliquer, sans dévoiler toute l'histoire du livre, mais ce cheminement vers l'émancipation? Alors tout d'abord, j'avais envie de ne pas écrire encore une fois un roman où un personnage féminin traverse une expérience traumatique et ça se termine mal. Juste on réfléchit peut-être et puis c'est tout, ou dans la tristesse, etc. Pour moi, c'était important de présenter une figure combative et qui, à la fin, va prendre en main sa propre vie et sa propre sexualité qui va prendre le dessus et se réapproprier son corps d'une certaine manière pour devenir souveraine sur son propre corps et sa propre vie. Pour moi, ça, c'était très, très important et il ne fallait pas en dévier. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est là dans mon écriture et qui va rester là toujours. Pour moi, c'est important. Même là, quand je réfléchis, je suis en pleine maturation du prochain texte. Et c'est toujours cette trame-là, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important de proposer des modèles en littérature, sachant qu'on s'est construite aussi avec la littérature. Pour celles qui se sont construites avec la littérature, il y en a d'autres qui se construisent avec... Mais on a toujours des modèles. Et donc, en littérature, moi, je me suis construite avec Anna Karénine de Tolstoï, qui est l'histoire d'une femme qui s'écarte un tout petit peu du chemin parce qu'elle sort de la conjugalité, elle tombe amoureuse de quelqu'un de plus jeune, ça se passe bien, mais pas bien, elle se jette sous un train. Madame de Bovary aussi se suicide pour une question de dette et de non-amour, des amours. C'est toujours ces personnages féminins qui questionnent la norme
l'hétéronormativité. Et finalement, ça se termine très très mal pour elle. Madame de Rênal, dans Le Rouge et le Noir, elle finit emportée soi-disant par une fièvre, mais en fait, elle se suicide, elle meurt aussi à la fin. Enfin, c'est pas possible. À un moment, il faut des personnages qui soient forts, sans être tyranniques. Et ce personnage-là, pour moi, donc celui qui porte mon nom dans Je me regarderai dans les yeux, est important dans ce sens, parce que à aucun moment elle ne se sent en faute. Elle ne se sent... elle sait qu'elle n'a rien fait, en fait. Elle sait qu'elle n'est pas en tort. Mais à part avoir fumé la cigarette... Oui. Pour elle, reste quelque chose d'anodin, au final. Tout à fait, exactement. Et de mineur. Et donc, elle va arriver quand même à reprendre le pouvoir sur son corps à la fin et proposer... je ne veux pas spoiler, mais faire une proposition forte à la fin. Dans ce roman, en fond de ce roman, tu explores la complexité des figures féminines, notamment la mère et la tante de la narratrice, qui peuvent apparaître à la fois victimes, mais comme aussi le relais d'un patriarcat. Parce que les femmes, malgré elles, perpétuent les traditions où l'homme est, on va dire... J'ai compris la question. Et oui, parce que pour plein de raisons. D'abord, pour ne pas reproduire les violences, et il faut pouvoir les identifier en tant que violences d'abord. Or, il y a énormément de choses que les femmes intègrent en pensant en fait que c'est comme ça. On ne peut pas questionner ce qui vient de la tradition, du religieux. Déjà, à la base, il y a énormément de confusion aussi dans les pays du Maghreb de manière générale, et même dans tous les pays où il n'y a pas eu de séparation entre l'État et le religieux, entre ce qui vient de la tradition et ce qui vient de la religion. Donc déjà, cette confusion-là, parfois, confère un statut sacré à des us et coutumes qui n'ont rien de religieux. Par exemple, ce certificat de virginité, à aucun moment, ni Dieu ni son prophète n'ont dit il faut que les femmes se soumettent à cet examen-là, en fait. Donc... il y a d'abord ça, le fait de pouvoir en prendre conscience. Et ensuite, il faut accepter que, même si nous, on a vécu sous l'égide de certaines règles, certaines lois, etc., il faut pouvoir les éviter à la génération suivante, ou au moins accepter que les générations suivantes les questionnent, tentent de s'en émanciper, etc. Alors que parfois, malheureusement, on voit que les générations qui nous ont précédés ont du mal à nous voir nous réapproprier certains codes, à nous déplacer du cadre, à sortir des cases auxquelles on nous a acculés, alors qu'elles n'ont pas pu le faire, malheureusement. Mais alors que c'est une génération aussi qui a commencé à travailler, qui a commencé à porter des bikinis à la plage, qui a commencé à sortir en jupe et en talons aiguilles, alors que leur mère portait le niqab avec le petit voile sexy là. Donc c'est ce qui est très radical en fait comme changement. Donc passer de ça à une cigarette ou au fait de aller dans d'autres villes pour faire des études, voyager seul, etc., c'est une suite logique en fait. C'est beaucoup moins radical que ce qu'ont fait la génération de nos mères. En plus, dans ce roman, tu mets en lumière aussi des moments de violence dans la famille, et aussi des moments avec beaucoup de moments de trahison. Le personnage principal est trahi par sa mère, par sa tante, par son petit copain. Et est-ce que pour toi, le fait d'écrire ce roman, c'est aussi un espace de réparation de tes blessures personnelles? Alors, je pense que quand liées à la trahison, bien entendu, oui. Oui, de toutes les manières, quand on écrit, on cherche réparation quelque part. On cherche réparation en comprenant d'abord, parce que c'est le temps de l'analyse, c'est le temps du recul, de la distance, etc. Et en espérant
que ce soit aussi un outil de réparation pour les personnes qui vont lire. Parce que sinon, c'est un exercice solitaire et vain. Enfin, pas vain, on peut aussi écrire pour soi et garder ça pour soi, mais quand on a la prétention de vouloir publier, donc partager avec le plus grand nombre, il faut prendre en compte les blessures des autres aussi. Et essayer de les comprendre et essayer de sortir de soi pour aller vers quelque chose de plus universel. Je ne crois pas en l'universel dans l'absolu, mais au moins prendre en compte l'altérité dans cet exercice-là. Mais en effet, oui, toujours est-il qu'il y a une réparation. Mais moi, je ne la cherche pas uniquement dans l'écriture. Dans l'écriture, je cherche aussi le style, l'esthétique, etc. Mais parce que la réparation, c'est peut-être l'élan premier. Mais ce n'est pas suffisant. La réparation, je la cherche aussi en allant chez le psy, en construisant des liens forts avec des amis, avec ma famille, avec mes enfants, en essayant, je ne dis pas que je réussis, d'être une bonne personne, d'être une personne safe pour les autres, comme moi, je souhaite qu'on soit safe avec moi et qu'on respecte ce que je suis, qu'on respecte mon consentement, ma liberté, etc. Oui, c'est une réparation. Parce que quand je parlais de réparation, c'est une réparation pour toi-même, mais c'est également une réparation pour la famille, renouer des liens, et voilà, pour dire, OK, ce qui s'est passé dans le passé, voilà, OK, très bien, depuis, je me suis émancipé, j'ai grandi, et... J'ai grandi, voilà. En effet. Je n'accepte pas forcément ce que vous m'avez fait subir, mais voilà, Mais je vous comprends. Voilà, je vous comprends. Comprendre n'est pas forcément excuser. Tout à fait, exactement. Mais là, dans ce cas en particulier, je comprends et j'excuse. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais je n'excuse pas la pratique. J'excuse les personnes parce que je connais leur parcours, je sais ce qu'elles ont subi, enduré, etc. Et je sais tout l'amour avec lequel moi j'ai été élevée aussi, et protégée, et aimée. Donc, en revanche, je pense que je serai totalement réparée quand cette pratique cessera. Si mon livre arrive à faire changer les mentalités pour que des mères ne demandent plus jamais ce genre de choses à leurs filles, si il y a des lois demain qui vont... où il sera écrit noir sur blanc que ce genre de test de virginité est proscrit, est interdit par la loi, qu'il y a éventuellement des amendes pour les personnes qui l'exigent, etc. Là, je serai réparée. Là, je serai ravie. Complètement ravie. Là, vraiment, j'aurai atteint tous mes objectifs. Alors, dans ce roman, il y a un lieu central. C'est la chambre. Oui. Il y a la chambre de Rim. Il y a la chambre de sa voisine, Imen, et il y a aussi la chambre de sa cousine, Sora. Exactement. Donc, il y a la chambre du voisin qu'elles observent, que les deux sœurs voient. Tout à fait, il y a également la chambre. Et après, il y a le compartiment. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et le compartiment où tu rencontres Hanan et exactement, et où Hanan lui propose une chambre aussi. Mais je parle de Rim. Oui, le personnage. J'accepte. Mon cœur est ouvert. Donc, pourquoi cet espace clos est si important dans le parcours du personnage ? Parce que ça rejoint justement, en fait, alors déjà parce que j'adore l'esthétique du huis clos. J'aime bien les endroits clos où il se passe des choses clés. Et ensuite, parce que c'est ça le livre, en fait, c'est une succession de huis clos où il y a des scènes, etc. Ensuite, ce n'est pas une chambre à proprement parler, mais il y a le cabinet de la gynécologue aussi. Donc, en effet, c'est une succession de chambres et de pièces et de boîtes où il se passe des choses très intimes, où il y a des conversations très intimes, mais qui relèvent du politique. Chaque parole prononcée contribue à mener cette jeune fille de démontrer sa pureté, sa virginité, qui est la chose la plus intime possible, au plus grand nombre pour sauver sa réputation, donc à l'externaliser. Donc, c'est vraiment tout l'objet du livre. C'est une démonstration, s'il en fallait une, que l'intime est par essence politique. Alors, dans le titre du roman, Je me regarderai dans les yeux, moi je le vois comme une marque de colère face aux défis qu'on a mis face à toi, qu'on a soumis à Rim, le personnage principal, à l'humiliation, pardon, je suis désolé, à l'humiliation. En fait, à chaque fois que je lisais, et j'arrivais pas à me détacher de toi personnellement, en fait.
Et je lisais, bah, mais voilà. écoute, Mais bon. parce que je suis super forte. Le personnage, alors, donc c'est comme une marque de colère face à ce défi, à la trahison, à l'humiliation que le personnage a subi, comme pour dire, je m'en suis sorti. Je peux me regarder dans les yeux parce que je suis enfin en adéquation avec ce qui je suis et que moi, je ne me suis pas trahie. Quand je dis moi, c'est toute personne, je le souhaite à toute personne. Et aussi parce que je me regarderai dans les yeux est une invitation à ne pas chercher la validation de façon extérieure, par l'autre. C'est d'essayer de trouver sa propre validation par rapport à soi, de se construire, de garder son propre regard comme première référence, premier axe autour duquel il faut tourner. Je n'invite pas au nombrilisme je n'invite pas les personnes à être autocentrées et narcissiques, évidemment, mais à essayer de faire confiance à leur propre intuition, parce que c'est à l'adolescence, à l'enfance qu'on a les premières intuitions très très fortes de ce qu'on est, de qui nous sommes, et ensuite on en est éloigné par la culture, par l'école, par l'éducation, etc. L'environnement, oui. Oui, par l'environnement qui ne sont pas que vaines. On nous donne les outils de survivre dans ce monde et de composer avec ses règles et avec l'autre, mais il est important à un moment, quand on devient jeune adulte, de se rappeler de ses premières intuitions et essayer de se trouver là-dedans. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet de nous rencontrer finalement. À travers cette histoire douloureuse, quel message d'espoir souhaites-tu transmettre ? Le message d'espoir, c'est que on peut comprendre, excuser, pardonner et continuer à aimer et voir les personnes qui nous ont trahis avec tendresse, parce que les personnes qui nous aiment ne trahissent pas gratuitement, trahissent par nécessité ou par maladresse. Et je pense que c'est cette capacité de pardon qu'il faut trouver en soi, qui est aussi une arme en fait, parce que ça nous permet de nous réparer, ça nous permet de... C'est ce qui nous apaise, sinon on continue de brûler, et si ce feu continue de brûler, nous brûle nous-mêmes, il n'est pas fertile. Et il faut trouver une manière de... pas de l'éteindre, mais au moins de le canaliser. Moi, j'ai trouvé ma façon de le canaliser. C'est à la fois, ça passe par la littérature et ça passe par le fait d'être mère aussi. C'est un endroit qui m'apporte énormément de joie, de bonheur et d'apaisement. Et je souhaite à toute personne de vraiment trouver son endroit aussi. C'est ça le message d'espoir que je peux porter. Okay. Alors, on va finir avec cette dernière question-là. J'ai l'impression qu'on va à travers ce roman... comment tu t'es construite, comment tu as forgé ton identité, rebelle, mais avec douceur, avec poésie, qui pleure quasiment jamais dans ce livre. Oh là là, au secours, c'est un vrai défaut par contre. Oui, mais dans ce livre, c'est ce que je ressens. Exactement, moi j'invite vraiment les personnes à pleurer, c'est important, pleurer. Comme pour dire, je pleure pas, je resterai debout. Est-ce que c'est à travers ce roman que tu t'es affirmée ? Oui, alors je m'étais affirmée avant déjà, ça c'est forcément. Sûr, mais peut-être que je donne à voir comment je me suis affirmée. Et comme un modèle, comme un outil, c'est pas un modèle unique, mais on peut y glaner de quoi s'affirmer aussi à son tour. Après, moi, en fait, j'invite les personnes à pleurer si elles en ont besoin. Je trouve que c'est très, très important. Je dis les personnes, c'est pas uniquement les femmes ou les filles, mais les hommes aussi à pleurer, ça fait du bien. Mais moi, j'y arrive pas forcément, pas toujours, en fait. Ça m'arrive de pleurer. Quand je pleure, je me prends en photo. Mais ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'enfance. Quand j'étais enfant et que la maîtresse me grondait ou me punissait, j'avais envie de pleurer et je voulais pas que les autres me voient pleurer. Donc, j'ouvrais mon cartable et je mettais ma tête dedans et je pleurais dans mon cartable. Et quand la maîtresse me demandait si ça va, je disais non, j'ai juste un truc dans les yeux. Et c'est quelque chose qui était là depuis toujours. Et c'est pas... je pense que c'est... Malheureusement, ça a toujours été pour moi, à ce moment-là, une marque de faiblesse où je voulais pas montrer à la personne qui a provoqué ces pleurs qu'elle a gagné. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est une manière de dire je resterai debout. Voilà, et...
Mais avec le recul, je pense que ce n'est pas du tout une faiblesse que d'arriver à pleurer. Et pleurer permet de se libérer aussi. Hein, exactement, permet de se... parce qu'en fait, il y a une sorte de cap. J'ai appris ça plus tard, quand on est en colère et au moment où on pleure, on se soulage de quelque chose et ensuite on arrive à affirmer de manière apaisée, à déployer un discours qui est peut-être plus juste, sans énervement, sans colère superflue. La colère peut être très très saine, mais voilà, parfois elle nous empêche de parler aussi. Merci beaucoup Rim d'avoir participé à ce podcast, et en tout cas moi j'invite les auditeurs à lire ce roman. Ça permet en fait de percevoir un petit peu le monde des femmes dans les pays du Maghreb notamment, mais dans des pays où les traditions sont, on va dire, très conservatrices. Oui, et puis de manière très diversifiée et très subtile aussi, parce qu'on se rend compte qu'elles sont complexes tout à fait. Et riches et hautes en couleurs. Exactement. Merci beaucoup Rim. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Merci.